Bonjour, je m'appelle Christophe Munesi, je suis médecin pédiatre en réanimation pédiatrique à Montpellier et je vais vous parler de l'intérêt de la ventilation non invasive dans la prise en charge des détresses respiratoires, ce qui va nous donner l'occasion d'aborder les problèmes de physiologie liés à l'utilisation de la ventilation non invasive, ce qui devrait normalement vous donner des outils pour comprendre pourquoi c'est si important d'utiliser cet outil dans les détresses respiratoires de l'enfant qui a tendance à décompenser très très rapidement. Alors pour faire ce topo, je vais utiliser un travail qu'avait fait Sandrine Essoury, qui malheureusement est au Canada, malheureusement pour nous, parce qu'elle est très contente d'être au Canada, mais qui normalement aurait dû faire ce topo. Donc je vais essayer de le faire, mais malheureusement forcément pas aussi bien qu'elle. Alors, la première question, c'est la ventilation, comment ça marche? Alors, c'est Laurent Brochard, dans le début des années 90, qui a fait peut-être le mieux décrit son intérêt et qui avait montré la diminution des résistances des gaz, à l'écoulement des gaz dans la trachée en particulier, ce qui allait induire derrière une diminution de la fatigue musculaire, ce sur quoi est particulièrement sensible l'enfant, et donc une diminution du travail respiratoire. Par ailleurs, ça allait entraîner une augmentation de la ventilation alvéolaire, une augmentation du volume courant. Alors, c'est quelque chose de très classique, mais tous les pédiatres le rappellent, l'enfant n'est pas un petit adulte, et la façon de gérer une détresse respiratoire est différente de celle que l'on va adopter avec un adulte. Pourquoi? On va voir que l'enfant a des caractéristiques physiologiques qui lui sont propres. Il y en a d'abord d'ordre mécanique, et l'on voit sur ces chiffres que la compliance pulmonaire, c'est-à-dire sa capacité à se laisser distendre, est en fait très faible chez l'enfant. Le poumon ne se distend pas du tout. Par contre, il a énormément tendance à se rétracter l'un sur l'autre, à se collaber. Quand on le compare par rapport à l'adulte, on voit une différence de 40. Ceci va entraîner de manière spécifique une diminution de la compliance totale de l'enfant, parce que la compliance thoracique, par contre, est beaucoup plus importante chez l'adulte, avec un thorax qui est ossifié, alors que celui de l'enfant est beaucoup plus mou, avec un thorax avec beaucoup de cartilage. Alors ça va entraîner quoi? C'est-à-dire que pour s'opposer à la force élastique du poumon, celle de vouloir de se rétracter, on n'a rien chez le nouveau-né qui fait que le poumon va avoir tendance à se rétracter, à se collaber, alors que chez l'adulte, il y a une opposition liée à ce thorax. Par ailleurs, en dehors de cette différence de compliance, on va voir que la cage thoracique de l'enfant est différente, côté ovoïde et ronde d'un autre côté, et que les zones d'accolement du diaphragme sont différentes également. Tout ceci va déterminer donc un poumon qui a tendance à se rétracter, et donc un volume en fin d'inspiration qui est très faible, en fin d'expiration, qui est très faible chez l'enfant. Et donc une diminution du volume de fermeture des voies aériennes. Et pour permettre de garder une capacité résiduelle fonctionnelle, il va y avoir une activité du diaphragme en fin d'expiration pour éviter le collapsus, ce qui est normalement pas le cas. Alors il y a une autre caractéristique chez l'enfant, et qui est bien dommage, c'est que le diaphragme est différent de celui de l'adulte. La composition en fibres de type 1 est beaucoup plus basse. Et les fibres de type 1 sont celles qui vont permettre l'endurance de l'enfant. Donc l'enfant est beaucoup moins endurant que l'adulte, donc beaucoup moins capable de soutenir un effort important que celui de l'adulte. Et donc l'effort important, c'est la détresse respiratoire. Donc là, pour résumer cette partie-là, vous voyez ici le thorax, la trachée. Donc on a une compliance très importante pour le thorax, donc ça se distende facilement. Derrière, il va y avoir une basse compliance du poumon, donc en tout au repos un collapsus du poumon, une diminution de la capacité résiduelle fonctionnelle avec un volume de fermeture qui est supérieur à la CRF. Et pour permettre un poumon ouvert, entre guillemets, il va y avoir une augmentation de la pression diaphragmatique en post-extubation. Un autre problème, c'est les résistances. On a vu un problème physique qui était la compliance, donc statique. Puis là, de manière dynamique, on va voir que l'enfant a des amygdales qui sont très importantes, des narines qui sont faibles, et l'ensemble de l'oro et du nasopharynx, ça contribue à peu près à 50% des résistances. Et l'enfant va avoir une résistance à l'écoulement des gaz ici, qui va être 2 fois plus important en fait.
Et un autre problème est lié à la taille des bronches. Vous voyez ici les tailles des bronches d'un adulte, c'est important, 8 mm contre celle d'un enfant, 4 mm. Vous imaginez une bronchiolite, par exemple, qui va entraîner un œdème au niveau de ces bronches. Eh bien, 1 mm d'œdème, ça va complètement obstruer la lumière bronchique, alors que le même œdème chez l'adulte, ça va légèrement diminuer le calibre des bronches, mais pas faire grand-chose. Et les résistances, quand vous regardez la formule, je ne pense pas que ce soit quelque chose à connaître, mais les résistances, elles sont dépendantes de 1 à la puissance 4 du rayon. Donc vous imaginez que la résistance ici va être très 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 importante par rapport à ce niveau-là. Vous avez ici l'augmentation des résistances. Ensuite, le troisième point, c'est les demandes métaboliques de l'enfant qui sont importantes. Vous voyez ici que la ventilation alvéolaire en millilitres par kilo et par minute est à peu près 2 fois plus importante chez l'enfant que chez l'adulte. Et la consommation en oxygène pour cette ventilation est 2 fois plus importante que chez l'adulte. Ça, on peut en déduire que il va y avoir très rapidement une augmentation de la charge qui est imposée au muscle respiratoire lors d'une détresse respiratoire, que l'enfant a une faible capacité à résister, la capacité musculaire à se lutter contre cette augmentation de charge est faible. Par ailleurs, les besoins en oxygène sont très importants. Tout ceci vous explique que l'enfant soit beaucoup plus susceptible aux détresses respiratoires que l'adulte. Tout ceci peut apporter au fait que dès qu'on a des signes de détresse respiratoire, il va falloir s'occuper de cet enfant très rapidement avant d'avoir la décompensation. Et derrière la décompensation, il y a une mortalité qui est certaine, qui peut être là. Tout est là donc pour vous expliquer qu'il va falloir utiliser la ventilation non invasive comme support pour diminuer le travail respiratoire, éviter la fatigue et l'épuisement pour permettre à l'enfant de s'ennuyer. Mais il va falloir le mettre assez rapidement. Vous voyez, une des explications de la détresse respiratoire peut être faite par 3 grands groupes de pathologies. Un premier grand groupe, je pense que c'est le plus important, c'est celui où il va y avoir une augmentation de la charge respiratoire, que ce soit par l'augmentation des résistances, comme par exemple la bronchiolite ou l'asthme, ou bien une diminution de la compliance, comme les SDRA, les œdèmes aigus pulmonaires. Une autre cause de détresse respiratoire, moins fréquente, c'est la diminution de la force musculaire, que l'on va pouvoir voir dans toutes les maladies neuromusculaires, par exemple. Un troisième groupe va être le contrôle neurologique, c'est-à-dire un trigger de la ventilation qui va se faire moins bien. Alors l'archétype de ce genre de choses, c'est la malédiction d'Ondine, où il ne va pas y avoir de déclenchement de la ventilation lorsque l'enfant s'endort. Il peut y avoir des atteintes de la moelle ou autres qui peuvent entraîner ce problème d'apnée centrale, par exemple. Alors, lorsque l'on a une décompensation de cette balance, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir une hypoventilation alvéolaire avec une hypoxie et une hypercapnie derrière. Et quand on voit apparaître ces deux phénomènes, c'est que la décompensation arrive et que ça va mal se passer pour l'enfant. Et avant que cela apparaisse, au tout début, c'est là où il va être intéressant et je pense, obligatoire d'utiliser un support respiratoire pour éviter cette décompensation. Et on va le voir, la ventilation non invasive est un excellent support. Alors pour s'aider, il y a cette classification qui est assez intéressante, qui a été proposée par Tig au début des années 2000, qui va classifier les détresses respiratoires en 2 grands groupes. Très grossièrement, il y a le type 1 c'est une oxygénodépendance, et le type 2, c'est un besoin de ventiler et d'épurer le gaz carbonique. En gros, type 1, oxygéno-hypoxie, type 2, hypercapnie. Alors si on va un petit peu plus dans le détail, le type 1, c'est quand il y a un problème de shunt, c'est-à-dire des zones qui sont, vous le voyez ici, qui sont bien ventilées, qui sont bien perfusées plus exactement, mais pas ventilées, c'est obstrué. Et donc il va y avoir le sang qui va passer ici, qui va directement passer dans la grande circulation, sans avoir eu la possibilité de s'oxygéner de ce côté-là. Donc il va y avoir une altération du rapport entre la ventilation, pas de ventilation, contre un problème de perfusion qui lui est très très bon.
On se trouve ça dans un grand groupe de pathologies. Il y a les pneumonies, l'œdème aigu du poumon, le traumatisme thoracique, le problème des SDRA, les membranes hyalines chez les enfants prématurés, mais également les bronchiolites quand une atteinte spécifique des bronchioles. C'est intéressant d'avoir cette classification parce que dans le type 1, le traitement va être essentiellement de ouvrir le poumon, permettre l'ouverture des alvéoles ici pour permettre d'améliorer ce problème de shunt. Et donc ça va être plutôt un problème de pression et on va ventiler ces enfants plutôt en CPAP, au moins en première intention. Le type 2, c'est un problème de souffler, ce qui va entraîner un problème d'hypoventilation alvéolaire. C'est tout ce qui va entraîner une pathologie de la commande respiratoire, la malédiction d'ondine, ou bien l'obstruction des voies aériennes, l'asthme, la bronchiolite, les maladies neuromusculaires parce que le soufflet est trop faible, ou bien des atteintes de la paroi thoracique comme les scolioses ou autres, ou des problèmes d'obésité morbide. Et là, dans ce groupe d'hypoventilation alvéolaire, le traitement va être surtout de renforcer le soufflet et donc de mettre en place plutôt 2 niveaux de pression pour améliorer cette ventilation. Donc lorsqu'on a un problème de détresse respiratoire chez l'enfant, il va y avoir une question, qu'est-ce qu'on va prendre comme support? Est-ce qu'on va prendre un support invasif ou bien un support non invasif? Bon, vous imaginez bien que je vais essayer de vous montrer que le support non invasif a un certain nombre d'avantages par rapport au support invasif, mais bien entendu, il faut rester calme. Parfois, on est obligé de passer par le support invasif. Alors, pourquoi la ventilation non invasive? Eh bien, par rapport aux ventilations à l'intubation, ce qu'on va pouvoir éviter, c'est les PAVM, c'est les pneumonies qui sont liées au tube. Et vous voyez ici une belle pneumonie chez cet enfant. La deuxième chose, c'est éviter les lésions au niveau du larynx qui vont pouvoir être lésées par les sondes d'intubation avec des kystes et autres qui peuvent parfois se finir par une trachéotomie prolongée. Alors maintenant, on va essayer de définir l'intérêt des différents niveaux de pression qui vont permettre de le régler. Et dans ces niveaux de pression, il y en a 2 que l'on va avoir à régler. Il y a le IPAP, donc c'est la pression des voies aériennes positives pour le E pour l'expiration. On a d'autres moyens de l'appeler, c'est le problème de la ventilation, c'est qu'il y a plein de mots différents pour désigner la même chose. Il y a la CPAP ou bien la PEP ici, pour Continuous Positive Airway Pressure, Positive and Expiratory Pressure, c'est la même chose. Alors, à quoi va servir cette pression à la fin de l'expiration? Ça va être pour améliorer la pression moyenne, donc essentiellement pour améliorer le recrutement alvéolaire, l'oxygénation. Vous allez devoir éventuellement diminuer le travail respiratoire. Alors vous allez voir sur cette figure où on va comparer de façon très schématique le poumon à un ballon de baudruche. Et vous vous souvenez que quand on va gonfler ce ballon de baudruche, au départ, alors vous avez ici le volume de ce ballon et ici la pression que l'on va devoir administrer pour gonfler ce ballon. Alors vous vous souvenez qu'au début, on a un poumon qui est tout à fait déflaté. Il va falloir mettre beaucoup de pression pour obtenir un volume tout à fait minime. C'est-à-dire ça devient une compliance qui est très très faible, et c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir distendre ce ballon. Et puis tout d'un coup, il va y avoir une augmentation du volume, ici, et la création d'un volume courant. C'est-à-dire le volume que l'on va avoir à chaque inspiration, qui va être ce volume-là. Et en fin d'inspiration, on a un poumon qui est bien ouvert, avec un volume courant qui a été créé, et puis à l'expiration, on va revenir à l'état de base. Et donc, si on administre une contre-pression à l'expiration, à ce niveau-là, l'expiration va se terminer ici, avec un cycle qui va faire comme ceci, avec la création du même volume courant. Par contre, vous voyez bien que l'on va supprimer toute cette partie-là de travail. Et donc, comme l'enfant n'aura pas à faire ce travail à chaque inspiration, vous imaginez que le travail respiratoire va être diminué et qu'on va diminuer l'épuisement. Donc, c'est l'intérêt de ce poumon. D'une part, on augmente le recrutement, on va lutter contre les atélectasies et autres, et d'autre part, on va lutter contre le travail respiratoire, d'autant plus qu'il y a une autopep chez ces enfants. Maintenant, on va voir le deuxième type de pression, c'est le IPAP. Donc c'est la pression la même, mais lors de l'inspiration. C'est le deuxième niveau de pression.
Ce deuxième niveau de pression, qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre d'améliorer la ventilation alvéolaire. Et la ventilation alvéolaire, donc c'est le soufflet, hein, ça va améliorer la clairance du gaz carbonique, donc diminuer la capnie, qui est lié à deux éléments essentiellement. C'est le volume de chaque inspiration, c'est le volume courant, que l'on va multiplier par le rythme respiratoire. Donc là, dans cet exemple, vous allez imaginer un enfant qui a une maladie neuromusculaire. Donc il n'y a pas de problème de déclenchement, il fait bien ses déclenchements et il va faire ses inspirations à tous ces niveaux-là avec une toute petite boucle, vous voyez, mais qui va entraîner un volume courant qui est très faible. Vous voyez la flèche en bleu, qui n'est pas suffisante pour cet enfant. Donc la première chose qu'il va faire pour pouvoir survivre et avoir un gaz carbonique qui se tient, c'est d'augmenter son rythme respiratoire. L'augmentation du rythme respiratoire est un bon signe de détresse respiratoire. Qu'est-ce qu'on va faire pour aider cet enfant? Eh bien, on va lui proposer une aide respiratoire ou AI ou Pressure Support PS, c'est-à-dire qu'on va administrer une IPAP, une aide inspiratoire. Alors pour être clair, ça c'est un IPAP, ce niveau de pression c'est par rapport au zéro. Vous avez ici le zéro, et le niveau de pression c'est ça, ce qui va arriver jusque là. Je dis ça parce qu'il y a des respirateurs qui vont appeler ça l'aide inspiratoire. Et l'aide inspiratoire, c'est l'aide, ça pourrait être le même niveau, mais qui va l'être par rapport au IPAP. Donc AI, l'aide inspiratoire, ce serait cette distance-là, cette pression-là, alors que l'IPAP, c'est par rapport au zéro. J'insiste parce qu'il y a tellement de respirateurs, tellement de manières de déterminer ces pressions que parfois on s'y perd et c'est simplement sur du langage, ce qui est dommage. Donc pour cet enfant, on va administrer une IPAP 2. Et donc là, vous imaginez que le cycle respiratoire va être beaucoup plus large. Cet enfant, il va faire cette partie-là, cette boucle-là, au lieu de celle-là. Et donc, vous imaginez bien qu'on va augmenter le volume courant d'autant. Il va faire comme ceci. Donc, l'enfant va augmenter son volume courant. Donc, quelle est la première chose qui va nous permettre de montrer que ça marche bien? Eh bien, c'est évident, c'est qu'on va voir diminuer le rythme respiratoire. Et donc le travail respiratoire également. On va avoir un enfant qui va s'épuiser moins, qui va avoir une meilleure épuration du gaz carbonique et qui va aller bien. Donc, à partir de ces éléments-là, on a vu que les intérêts cliniques, pas simplement dans les livres, sont devenus de plus en plus évidents dans les services de réanimation pédiatrique, et ça s'est vu de manière très très simple dans les publications qu'on a vues dans nos services, particulièrement en Europe et en France. Alors, il y a les premiers papiers en 95, vous allez voir, il y a plein de papiers qui sont sortis avec à Lille, à Paris, à Lyon, à Montpellier, en Espagne, voilà, plein de signes. Et là, c'est loin d'être exhaustif, il y a encore plus de papiers qui sont sortis ces temps-ci. Alors, on va essayer maintenant de voir les différentes pathologies avec une aide physiologique. La physiologie, ça va se faire avec cette machine, qui est assez simple en fait. C'est un capteur qui va mesurer les variations de la pression œsophagienne. Alors on va utiliser ce capteur que vous voyez ici, qui a deux capteurs. Il y en a un qui est distal, vous voyez ici, que l'on va placer au niveau de l'estomac, et un capteur qui est proximal, que l'on va placer au niveau de l'œsophage qui est ici. Le capteur, on le passe par le nez, vous voyez, jusqu'au niveau de l'estomac. Et là, on va enregistrer quoi? On va enregistrer au moment de l'inspiration, donc une fermeture de la glotte, une diminution, l'enfant va inspirer, donc il va y avoir une diminution de la pression, et puis à l'expiration, on va revoir remonter cette pression-là. Et si on mesure l'intégrale de cette pression, ce qu'on appelle la PTP, la Pressure Time Product, cette R-là, ramenée à la minute, est assez bien corrélée avec le travail respiratoire des patients. C'est ce qu'on va utiliser dans pas mal de patients. Alors, le premier, c'est un travail extrêmement intéressant qu'avait fait Sandrine auprès d'enfants qui présentaient des détresses respiratoires hypercapniques. Donc, vous voyez, hypercapnique, c'est un problème du soufflet. L'enfant, il n'arrive pas à avoir déterminé un volume courant qui soit suffisant. Donc, chez ces patients, Sandrine avait mesuré le travail respiratoire, c'est-à-dire la PTP. Et vous voyez, vous avez des niveaux ici de PTP qui sont assez importantes. Normalement, la normale se situe aux alentours de 200 par là. Vous voyez, ces enfants, chaque point c'est un enfant, a travaille une charge qui est imposée muscle respiratoire inspiratoire qui est très importante. Et dès lors qu'elle va mettre la ventilation non invasive, vous voyez, cette PTP va diminuer chez tous ces enfants sauf un seul, et qui va se poursuivre derrière.
On regarde sur les chiffres, vous voyez ici qu'elle va améliorer donc la PTP ici qui va être quasiment diminuée par 2. Le rythme respiratoire, on en avait parlé tout à l'heure, va être diminué car le volume courant s'est amélioré. Vous voyez ici, le volume courant il passe de 95 à 125. Donc en conséquence, le rythme respiratoire s'améliore. Et en définitive, on va voir l'épuration du gaz carbonique qui va s'améliorer et un niveau de CO2 qui va diminuer. Voilà, après la pathologie que l'on a le plus fréquemment, je pense, dans nos services de réanimation pédiatrique, c'est la bronchiolite. Alors là, on a fait énormément parce que c'est une population qui est assez homogène et celle sur laquelle nous avions à faire le plus de travaux. Donc vous voyez plein de papiers qui viennent de tous nos services. Alors ça part de Lille jusqu'à Lyon, Montpellier, Paris encore avec Sandrine, Lyon et voilà après pays. Alors beaucoup de papiers et en gros qu'est-ce que nous disent ces papiers? Alors il y a un papier que nous avions réalisé sur Montpellier il y a quelques années et qui montrait, donc là vous êtes bien maintenant, vous vous souvenez de la pression œsophagienne, vous avez ici une diminution de la pression lors de l'inspiration et puis l'expiration qui se trouve là. Alors ce qui est intéressant de voir là-dessus, c'est que tout d'abord l'effort que va faire l'enfant, c'est-à-dire la diminution de pression, est énorme, c'est moins 50 cm d'eau. Alors que normalement, si quelqu'un qui serait normal, il ferait ce genre de truc. Voilà. Donc ça descendrait à 5-8 cm d'eau, pas autant. L'autre élément qui est important, c'est que l'expiration, elle est assez brève, vous voyez là. Et quand on va analyser la pression au niveau gastrique, donc là c'est le capteur, vous vous souvenez, qui est distal, qui est dans l'estomac, les pressions vont être le contraire. Pendant l'inspiration, il va y avoir une augmentation de la pression. Et puis, normalement, devant l'expiration, il y a quelque chose qui se passe, ça devient passif, l'expiration, et la pression qui va diminuer. Et là, il y a quelque chose de particulier, c'est que en fin d'expiration, il y a une augmentation de la pression. Cette augmentation de la pression est liée à la difficulté d'expiration de cet enfant, et pour aider l'expiration, il va y avoir une contraction du diaphragme, qui montre que l'enfant est vraiment en détresse respiratoire. Alors, chez ces enfants, dès lors que l'on utilise une CPAP, toute bête, une CPAP nasale, ces bronchiolites, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que le travail respiratoire va diminuer. Vous voyez, cette air sous la courbe va diminuer quasiment de moitié à ce niveau-là. On ne va pas descendre à 50 cm d'eau, là on va descendre à 20 cm d'eau. L'enfant est toujours en détresse, mais 2 fois moins importante que là. Et quand on regarde l'activité dans le diaphragme, en gastrique, vous voyez que cette partie a complètement disparu. Il n'y a plus d'expiration. L'autre élément qui est important et intéressant de voir, c'est que la partie expiratoire s'est allongée derrière. Et en diminuant, on va le voir un petit peu plus tard, on a diminué l'autopep de ces enfants. Alors, vous voyez, chez ces enfants, donc c'est les 12 enfants que nous avions, la PTP est assez importante également, vous voyez, jusqu'à 1800, et tous, là, se sont améliorés. Donc là, c'est la PTP, donc cet élément avec la sonde gastrique, et sur le plan clinique, on avait utilisé un score composite de détresse respiratoire, qui est le score de Wood, qui montrait que, de manière parallèle, on avait une amélioration chez tous ces enfants. Alors, en même temps, Sandrine faisait un travail également très intéressant en étudiant la PTP avec ce capteur de pression œsophagienne. Elle avait étudié le travail respiratoire à différents niveaux de pression. Vous voyez, de manière basale, et puis après avec une CPAP à 4 cm d'eau, une CPAP à 7 cm d'eau, une CPAP à 10 cm d'eau. La question de Sandrine était de savoir quel était le niveau de pression optimal pour diminuer la charge que l'on mettait sur les muscles respiratoires. Alors là, cette courbe, elle est absolument splendide, puisque vous allez voir que chez tous ces enfants, on va avoir une diminution du travail respiratoire, entre la base jusqu'à 4 cm, 7 cm, et à partir de là, le travail va réaugmenter. Ce qui lui permettait de conclure que c'est dans cette zone-là que le niveau de pression, et chez tous ces enfants, c'est ça qui est intéressant, était optimal, donc entre 6 et 7 cm d'eau. Alors certes, la CPAP est intéressante, mais il y a un nouveau support qui est arrivé récemment, qui est l'utilisation du haut débit respiratoire, le haut débit qui est humidifié, et avec plusieurs papiers, en particulier américains et néo-zélandais, qui ont montré l'intérêt. Donc on s'était intéressé à Montpellier sur le travail respiratoire. Est-ce que vous pouvez proposer le haut débit? Donc maintenant vous êtes habitué à ces courbes-là. Vous voyez que durant l'inspiration, il y a une diminution de la pression œsophagienne et augmentation.
Vous voyez que la pression est très importante également, jusqu'à moins 40 cm d'eau derrière. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que le temps expiratoire, vous voyez, est très bref. Vous voyez un temps expiratoire qui est supérieur au temps total. Dès lors qu'on mettait du haut débit à 2 litres par kilo, on voit que cet air est diminué par 2 quasiment, l'intérêt de du haut débit. Et ce qui est remarquable également, c'est l'augmentation et l'allongement du temps expiratoire. Vous le voyez ici, cette partie-là, elle est beaucoup plus longue que cette partie-là ici. Et ce qui va permettre à l'enfant d'avoir du temps pour expirer, de vider son poumon et de pouvoir partir avec quelque chose de plus... On va voir ce problème d'autopep qui n'est pas forcément facile à comprendre. Vous le voyez sur cette jolie courbe faite par notre collègue italienne, qui montre que cette courbe de débit ici est intéressant, le débit, parce qu'on va voir exactement le début de l'inspiration. Ce qui est l'inspiration, c'est tout ce qui est positif de ce côté-là de la courbe, et l'expiration, c'est ce qui est négatif, toute cette partie-là de la courbe. Alors ce que vous voyez, c'est que ici, on a le début de l'inspiration qui est exactement à ce point-là. Et quand vous voyez votre courbe de pression œsophagienne, vous voyez ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que le flux rentrant, c'est-à-dire quand vous inspirez, l'air rentre, c'est-à-dire c'est le côté agréable de l'inspiration, commence là, mais l'effort inspiratoire avait commencé bien avant, vous voyez? Enfin, il a dû faire tout cet effort pour arriver à ce niveau-là. Alors il faut imaginer que l'enfant, du fait de cet autopep, avec un volume important à l'intérieur de son poumon, avec une pression à la fin de l'expiration qui était positive. Et ce qui fait que pour avoir un flux entrant, il faut que la pression à l'intérieur du poumon soit inférieure à celle de la pression atmosphérique. Et donc l'enfant ayant une pression supérieure, il va falloir qu'il fasse un gros effort d'inspiration pour diminuer cette pression à ce moment-là. Que cette pression diminue, soit au niveau de la pression atmosphérique. Et à ce moment-là, il va y avoir un flux entrant. Et vous imaginez que tout ça, c'est de l'extra-travail. Et là, l'enfant va pouvoir s'épuiser sur le travail qu'il va faire. C'est 2 fois le travail nécessaire. Alors Sandrine avait fait cette jolie courbe qui exprime ça tout à fait bien. C'est-à-dire que vous avez votre pression ici, votre inspiration. La pression atmosphérique, elle est là. Donc il va falloir que l'enfant fasse toute cette diminution du travail pour créer un volume courant. Si jamais on donne un niveau de pression ici, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus la pression atmosphérique là, mais que la pression atmosphérique, tac, par la pression expiratoire, on la met là. Vous comprenez bien que l'enfant va pouvoir commencer son inspiration beaucoup plus tôt et donc créer un volume courant beaucoup plus tôt. Ce qui fait que rapidement, il va avoir beaucoup plus bas et donc diminuer son travail respiratoire. Donc en conclusion, on voit que le travail respiratoire est plus élevé chez l'enfant, quelle que soit la cause de la détresse respiratoire. Donc l'enfant est plus susceptible à la décompensation qu'un adulte. Et donc la ventilation est particulièrement intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle va être capable de diminuer le travail respiratoire, et donc l'épuisement de l'enfant, être capable également d'améliorer la ventilation alvéolaire et d'augmenter le volume courant, et d'améliorer les échanges gazeux. C'est particulièrement utile, donc vous le voyez dans les détresses respiratoires hyper